Real Madrid AC Milan, quatrième journée de la Ligue des Champions avec deux victoires et une défaite. Le Real Madrid, mais pas uniquement le Real Madrid d'ailleurs, est dans un tournant dans ce mini championnat de la première phase de la Ligue des Champions. Parce que c'est le moment de s'installer dans les 8. Jota, là on arrive à mi-chemin. Ouais, et quoi de mieux qu'une rencontre historique entre deux géants européens pour donner un petit tournant justement à cette campagne de Ligue des Champions et peut-être cette saison même, parce qu'on le sait, le Real Madrid a des choses à se faire pardonner un petit peu. Donc oui, effectivement, le Real Madrid doit retrouver ce top 8, doit intégrer ce top 8, parce que je crois qu'on l'a pas occupé une seule fois jusqu'à présent. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir évidemment être très costaud à domicile pour se défaire du Milan AC et taper un petit peu du poing sur la table. Parlons donc de ce Milan qui a été défait face à Liverpool, face au Bayer Leverkusen également en Ligue des Champions. Une victoire quand même face à Bruges, c'était lors de la troisième journée d'ailleurs. En championnat, c'est pas beaucoup mieux, c'est hors du top 6 et ça le sera toujours d'ailleurs au terme du week-end, parce que même si on tourne la vidéo avant leur match face à Monza samedi soir, c'est un Milan qui a du mal à se lancer, j'ai envie de dire. C'est un Milan très irrégulier. J'en parle avec un ami à moi, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, Lucas, qui est un grand fan du Milan AC. Et voilà, il pète un câble cette saison, tout simplement parce qu'il y a des individualités qui sont pas au rendez-vous. Il y a des joueurs qui ne répondent pas présents. Et puis en fait, t'as des joueurs qui sont pas réguliers sur un seul match même. Donc c'est assez souvent, on le dit aussi au Real Madrid, et ça touche un peu tous les clubs. Mais c'est vrai que le Milan a du mal à se lancer. La campagne de Ligue des Champions est très complexe. On sait aussi que le Milan a pas forcément cette profondeur de banc pour être compétitif sur toutes les compétitions justement. Donc c'est un avantage que devrait avoir le Real Madrid. Maintenant, on a un Milan AC qui lui aussi va jouer un peu un tournant dans cette campagne, parce que là il va falloir prendre des points. Donc il sait aussi que ce Milan, il sait aussi que ce Real là, il peut peut-être être jouable sur certains aspects, qu'il est possible de lui faire mal. Le Barça a explosé un petit peu, exposé pardon tous les points négatifs de ce Real Madrid là. Donc attention, je pense que maintenant il y a pratiquement plus aucun adversaire qui a peur du Real Madrid, parce que on sait comment jouer ce Real là, on sait comment lui faire mal. À nous évidemment de progresser. La marge de progression, elle est évidente, mais ça va quand même être un match coup près, parce que ce Milan AC là a quand même des armes quand il est en forme pour faire mal à beaucoup d'équipes. Mm. Pourtant, c'est une équipe qui, enfin, sur le papier, il me semble, c'est quand même renforcé cet été. Fofana, ils ont été chercher à l'AS Monaco, Alvaro Morata, Pavlovic, Emerson. Bon, il y a aussi le petit Alex Jiménez, un jeune du Real, mais bon, lui, il joue avec la réserve. Sur le papier, il y a quand même quelques recrues intéressantes. Ouais, puis il y a surtout, je disais que la profondeur d'effectif, elle est peut-être pas bonne pour jouer sur diverses compétitions, mais par rapport aux dernières années, c'est le Milan le plus complet. T'as du Leao, t'as du Okafor, t'as du Morata, t'as du Pulisic, qui est certainement leur meilleur joueur devant. Au milieu de terrain, il y a quand même également du monde, même si Reinders est blessé. T'as du Bennacer, t'as Emerson Royal derrière, enfin t'as Tomori, t'as beaucoup de joueurs, beaucoup de profils différents. Donc une chose est sûre, c'est que si la mayonnaise prend dans ce Milan-là, moi je pense qu'on peut retrouver un Milan, alors peut-être pas le Milan des années 2000 ou le Milan d'Ancelotti, mais tu peux retrouver un Milan qui est vraiment un cadre européen et une équipe que tu crains à affronter. Maintenant, voilà, ça met du temps à se mettre en place. Pour le moment, le Milan n'est pas à la hauteur des exigences un petit peu de la direction, mais c'est d'ailleurs un petit peu à ce niveau-là qu'il y a du mal. La sortie de Maldini, elle s'est pas très très bien passée. Il y a un peu d'incohérence entre le choix du coach, le choix des joueurs et ce que souhaite vraiment la direction, qui a l'air plutôt d'être une direction qui investit, mais pour récupérer un petit peu ce qu'elle investit justement, sans trop compter sur les résultats sportifs. Enfin voilà, il y a quand même en interne beaucoup de débats, beaucoup de spéculations et beaucoup de problèmes, ce qui fait que ça se ressent un petit peu sur le terrain. C'est pas le meilleur Milan, malgré le fait, comme tu l'as dit, que ça s'est bien renforcé à des postes assez stratégiques et là où il manquait un petit peu de monde. Donc c'est une équipe qui sur le papier peut faire peur et peut faire mal. Mm. Il y a une équipe aussi qui est privée de Ismaël Bennacer, de Florenzi, de Gabia aussi. Trois absents, pardon, j'ai noté pour le match face au Real, même si on n'est que samedi et qu'il peut se passer encore des choses d'ici mardi. Mais Bennacer, en l'occurrence, c'est une absence qui fait mal.
Ouais, évidemment, c'est un joueur incroyable. Et puis t'as Abraham, je sais pas s'il sera remis. T'as Reinders qui reviendra de blessure. T'as Jovic aussi qui reviendra de blessure. Ils ont un petit peu comme nous, hein, connu pas mal de blessés durant ces dernières années et d'ailleurs dès ce début de saison. Donc oui, mais Ismaël Bennacer, c'est évidemment voilà un joueur prépondérant dans le système de Fonseca et qui arrive un petit peu à moduler entre les lignes d'attaque et de défense. Donc oui, c'est une absence qui est notable. Est-ce que tu te souviens du dernier affrontement entre le Real et le Milan en match officiel? Non, pour être très honnête, non. Après, si tu me le dis, je vais certainement m'en souvenir parce que j'ai vécu de très gros matchs quand j'étais plus jeune. Je sais qu'on s'est joué sur les tournées américaines, mais officiellement, Ouais, ça doit remonter un peu, ouais. ça remonte, hein. 2010. On les avait dans notre pool à l'époque. Victoire 2-0 au Bernabéu avec des buts de CR7 et Ozil. Et le match retour, peut-être lui va te faire te remémorer, te rafraîchir un peu la mémoire. On a fait 2-2 là-bas, un doublé de Inzaghi. Pour le Real, c'est Higuaín qui marque et Pedro León qui égalise à la 94e au San Siro. Ouais, effectivement, c'était l'époque Mourinho, si je dis pas de bêtises, ça. Oui. Je crois que c'était ça. Ouais, j'ai encore plus de souvenirs sur les matchs d'avant, à l'époque de Shevchenko, d'Inzaghi, d'Ambrosini, de Pirlo. Enfin bref, quand le grand Milan était au rendez-vous avec les Nesta, Maldini et consorts, et que le Real avait du Raoul et tous les Galactiques ensemble. Mais c'est vrai que je me rappelle surtout du doublé d'Inzaghi, effectivement, dont un but où il est à la limite du hors-jeu, un petit peu sa marque de fabrique. Donc ouais, ça commence à faire, ça nous rajeunit pas, hein. Il y a 14 ans, j'étais encore un jeune garçon. Donc voilà, très content en tout cas de retrouver le Milan AC, parce que des Real Milan, pour moi, c'est pratiquement les deux équipes les plus historiques en Europe, à mon sens en tout cas. Bon, parlons un petit peu du Real Madrid. Un Real qui vient de passer 10 jours, on va dire, très particuliers. D'abord, il y a eu cette volée prise au Classico au Bernabéu. Il y a eu cette clim du Ballon d'Or avec Vinicius Junior défait devant Rodri. Match reporté aussi face à Valence ce samedi à cause des grosses intempéries sur la terre valencienne. Euh, est-ce que tu vois ça un peu positivement ou négativement, le fait de ne pas jouer ce week-end après tous les remous là de cette semaine? Alors évidemment, je vais quand même préciser, même si ça tombe sous le sens, il est totalement logique que ce match soit reporté parce que c'est catastrophique ce qui se passe à Valence et beaucoup de soutien aux familles là-bas. Mais côté Real Madrid, évidemment sportivement, est-ce que tu penses pour le Real c'était mieux de jouer là tout de suite ou ces petits jours en plus finalement vont faire du bien? Bah, d'ailleurs, j'adresse toutes mes pensées positives et mes condoléances aux familles de Valence. J'ai moi-même de la famille de ce côté-là, donc évidemment, j'ai énormément de pensées pour elles, même si elles ne comprendront pas mes propos en français sur Real France. Mais peu importe, l'essentiel, c'est d'y penser. Je loue également le petit tweet de Vinicius, même si c'est qu'un tweet. C'est un joueur qui est quand même très souvent critiqué à Valence. On sait qu'il a un historique avec le public valencien, même si le foot, c'est pas que c'est pas la vie. Il y a pas que le foot dans la vie, mais il a adressé un petit mot pour les victimes, lui qui est quand même victime d'insultes racistes quand il va là-bas. Donc je trouve que c'est très louable de sa part, et je pense pas qu'il l'ait fait en calcul après cette défaite au Ballon d'Or. Je pense qu'il le fait avec toute la sincérité du monde, donc c'est très louable de sa part. Concernant ta question, je l'avais dit, je pense que le Real aurait eu la dalle, en plus à Valence, parce que c'est quand même un rival historique. Il y a aussi cet historique avec Vinicius, donc je pense que le Real aurait eu la dalle, l'écrou de rebondir tout de suite. Maintenant, je pense que ça va juste la repousser de 3 jours. Très honnêtement, je pense que ça va pas changer grand-chose fondamentalement. Je pense que le Real a envie de jouer. Il doit bien être déçu de ne pas le faire dès aujourd'hui, mais ça va juste, voilà, leur permettre de faire ça et de montrer toute leur rage, toute leur déception devant leur public, pardon, face à un grand Milan AC, pour justement remontrer qu'en Europe, justement, c'est un peu ça le débat, c'est Real vs Europe. Le Real demeure le meilleur club du monde. Donc j'ai de bonnes ondes en fait par rapport à ce match. J'espère pas me tromper évidemment, et j'espère que le Real saura taper du poing sur la table, un petit peu comme il l'a fait en ne se présentant pas à la cérémonie du Ballon d'Or, mais là cette fois-ci sur le terrain, parce que c'est bien ça le plus important.
Oui. Après, j'ai aussi envie d'ajouter que quelques jours de plus de repos, ça fait jamais de mal. Ça fait une semaine complète du coup de repos pour le Real et on sait que sur la saison, ça va être très très rare de voir tel scénario. Après, c'est vrai que ça fait aussi que repousser le programme, le problème entre guillemets plutôt. Parce que bah, ce match-là, je disais un petit peu à droite à gauche dans la presse, où est-ce qu'on va le caler ce match. Ça va être un gros casse-tête. Déjà sur la fin Ouais. d'année, ça paraît absolument impossible. Presque le meilleur scénario pour la Liga, c'est que le Real et Valence sautent tous les deux assez vite de la Coupe du Roi, ce qui libérera de facto une date au moins une date pour les deux équipes. Et sinon, ça va être très compliqué. Sinon, ça nous dit que potentiellement, en gros, ce match reporté se jouerait entre la 37e et la 38e journée de championnat, c'est-à-dire fin mai quasiment. Donc c'est un sacré casse-tête. Si t'as le Real ou Valence qui va en finale de Coupe du Roi, ça va être très compliqué de caler ce match. Bref. Ouais. Au niveau de l'effectif, tout indique que Courtois et Rodrigo seront encore sont trop justes tout simplement pour cette rencontre. On les attend plutôt le week-end prochain face à Osasuna. Alaba et Dani Carvajal sont les deux autres absents. Voilà, ça poursuit le processus de récupération, comme le dit le club. À ce niveau-là, j'ai presque envie de dire que c'est presque pas trop mal, hein, avoir 4 blessés à ce moment de la saison, avec 2 qui sont déjà très proches du retour. Tu limites presque les dégâts, non? Ouais, tu vois, moi j'ai envie d'envoyer un maximum d'ondes positives. J'ai envie de presque changer mon fusil d'épaule et de devenir un petit peu poétique, un petit peu mielleux. J'ai envie de me dire que ouais, le Real finalement va peut-être retrouver l'ensemble de son effectif dans les moments coup près de la saison. Tu vois, j'ai un peu fait mon mea culpa sur le Ballon d'Or, même si je regrette pas ce que j'ai dit dans nos vidéos, mais je me dis que j'ai envie de soutenir à fond les Madrilènes. Je pense que les joueurs en ont besoin, tout le monde en a besoin. Je pense que les supporters doivent amener du positif, même sur Mbappé qui nous énerve un peu, même sur un peu toutes les prestations individuelles qui nous dérangent. Je pense qu'il faut du positivisme et se dire que ouais, le Real finalement bah, va peut-être devenir une armada dingue avec des joueurs à 100% qui là, comme tu le dis, bénéficient d'une semaine de repos. Bah, c'est plutôt bien, même si ça repousse un peu le problème comme tu viens de l'évoquer. Mais de me dire que voilà, en 2025, le Real va peut-être avoir, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, cette envie, cette rage. Pratiquement tout le monde en sa possession, si ce n'est du coup Dani Carvajal, et que le Real pourra faire mal à ses adversaires. Donc voilà, moi j'ai envie d'être positif sur ce qui va se passer. J'ai envie encore d'être patient finalement. J'ai envie de, tu vois, c'est un peu Elias et toi qui m'avait emmené ça sur la dernière vidéo, de me dire bah ouais, je pense que finalement on se doit d'être patient, on se doit, même si ça nous énerve, même si on est critique, etc. La saison elle vient de commencer finalement. Il y a rien d'acté et il y a plein de choses qui nous dérangent, il y a plein de choses qui vont pas, ça c'est sûr, et on peut pas les omettre, on peut pas faire abstraction de tout ça, mais on connaît le Real Madrid, il nous a fait vivre énormément de belles choses et souvent dans les deuxièmes parties de saison, on a souvent dit d'ailleurs que Carlo Ancelotti faisait qu'une moitié de saison. Espérons que celle-ci ce soit pas la très bonne et puis qu'en 2025 on sera bien. Mais voilà, comme tu dis, 4 blessés à ce moment-là de la saison. Voilà, on va commencer à retrouver des forces et je me dis bah voilà, soyons positifs. Il y a peut-être de très belles choses qui nous attendent. Oui, espérons-le. Par contre, ça fait quand même deux trois médias là, ces derniers jours qui parlent un peu de 2 disparitions, celle de Arda et de Hendrik dans les plans de Carlo. Apparemment, en interne, ça commence à parler un petit peu. On comprendrait pas trop leur si faible utilisation par Carlo Ancelotti. T'en penses quoi? Bah, en fait, ce qui me fait peur, c'est comment Carlo gère ces choses-là. Je trouve que le Real Madrid et même lui, finalement, gère plutôt bien les choses de manière générale, mais il y a aussi des cas qui sont très mal gérés. Je pense un petit peu au cas Odegaard, même si je le répète, je trouve que c'est lui qui a été un petit peu impatient, mais je pense, tu vois, à Nico Paz, par exemple, qui est un joueur qui a fait une bonne prestation, puis une deuxième où il marque, et il disparaît totalement. Et Ancelotti, c'est souvent ça. Arda Güler, il est pas mal, il le fait jouer, il le titularise, et bim, il disparaît. Hendrik, il est décisif tout le temps, puis bim, pendant 6 ou 7 matchs, il joue plus. Ce manque de continuité, on le sait, pour un joueur de haut niveau, et encore plus sur des jeunes joueurs. Là, on parle de très jeunes joueurs, on parle de gamins. C'est des gamins, les mecs.
Et quand on te donne confiance et que d'un coup, on te stoppe la confiance, c'est pas comme quand tu as 30 ans, quand tu as 35 ans, que tu as ce recul, que tu as cette expérience, que tu as ce vécu, que tu as déjà vécu ces situations-là. Là, non. Tu as un Arda Güler qui était très important à Fener, qui est très important pour la Turquie. Et quand il revient en club, bah, il joue pas énormément. Tu as Hendrik qui doit se dire, bon, je suis jeune, ok, mais je suis international. À chaque fois que je rentre, je fais du bien, j'obtiens un penalty, je marque, je fais passe D. Puis après, pendant 6 matchs, je joue pas. Et c'est compliqué de gérer cette émotion-là. Alors, le Real est entouré, évidemment. Je pense que les joueurs, enfin la direction, en tous les cas, le staff, pardon, parle avec les joueurs et il doit y avoir des messages qui sont passés qu'on ne voit pas. C'est évident. Je pense que le Real Madrid, c'est le club le plus structuré du monde. Donc, ça existe forcément. Mais c'est pas évident. C'est pas évident pour des jeunes joueurs comme ça de se mettre en selle ça arrive souvent à des cas qu'on a déjà vus, c'est que quand ils rentrent, bah, ils ont un petit peu envie de faire leur petite sauce, leur petite mayonnaise pour prouver. Et puis bah des fois ça te fait déjouer et finalement ta performance elle est pas superbe et tu rentres dans un engrenage où bah on va pas forcément te faire rentrer parce que quand tu rentres t'es pas efficace. Enfin bref, c'est ouais la gestion moi elle me dérange un peu. J'espère que le Real et Ancelotti savent ce qu'ils font, mais c'est particulier en tout cas. Et on a un Brahim Diaz hein, qui est de retour. D'ailleurs, si tu te souviens, alors c'est une excellente nouvelle pour le Real, mais si tu te rappelles, au moment de sa blessure, souviens-toi, on avait dit que peut-être ça allait profiter justement aux deux petits jeunes, à Arda et à Hendrik, et bah, au final, pas du tout. Hein. C'est vrai que. Pas tellement et de surcroît, tu peux ajouter, ajouter pardon, les blessures de Rodrigo. Rodrigo s'est blessé, puis bon, tu les as pas forcément vues plus, donc finalement, ouais, c'est du Carlo Ancelotti, j'ai envie de dire, on l'a déjà connu. Il se base sur 11 joueurs et puis après ceux qui rentrent, t'en as 2, 3 et puis bah c'est bien souvent les mêmes changements, c'est bien souvent les mêmes joueurs. Puis si vraiment il a besoin ou il a envie ou si le score fait en sorte qu'on peut les faire rentrer, là il le fait. Mais c'est pas simple. C'est pas simple et c'est vrai que ça peut créer de l'ennui, ça peut créer de la frustration chez ces joueurs-là parce que je vais pas parler du Kendrick, on le connaît quand même un peu moins, malgré qu'on ait vu ses qualités. Un gars comme Arda Güler, attention à ce qu'il s'impatiente pas parce que Arda, je pense que c'est vraiment un diamant brut qu'il faut polir, ok, parce qu'il n'a pas encore toutes les qualités pour être un titulaire indiscutable au Real. Mais si c'est pas le Real qui le polit, il y a d'autres sculpteurs qui vont se mettre sur le coup. Quel 11 demain? Tu as envie de voir quoi? Alors mardi, ouais, on va jouer le Grand Milan AC. C'est un tournoi un petit peu. J'ai envie de te dire, je vais faire du classique. Je vais faire du classique. Je repasse à 2. Au-delà des 11 joueurs, ce que j'ai envie de voir, c'est un Bellingham comme on l'a vu l'année dernière. On a dit que son positionnement c'était un peu problématique. J'ai envie de voir un Bellingham plus haut sur le terrain et plus en soutien des deux attaquants que seront Mbappé et Vinicius. Parce que tu l'as dit, Rodrigo sera trop juste. Ensuite, j'ai envie de voir Kama, Tchouaméni, Fede Valverde. Ça, c'est le milieu que je mettrai en place. Et puis ensuite, derrière, Lucas Vasquez, forcément, j'ai envie de dire. Rudiger, Militao, Fran Garcia, je mettrais, je pense, et du coup Lunin. Voilà, ça serait le 11 que j'aimerais voir. Un petit message envoyé à Ferland Mendy que j'ai toujours défendu, mais un Fran Garcia sur 90 minutes, en tout cas titulaire, pourquoi pas. Et puis le reste, un peu plus classique avec juste un repositionnement de Bellingham. Alors 100% d'accord sur ce que tu viens de dire par rapport à Fran Garcia et Ferland Mendy. Pareil, je mettrais Fran Garcia titulaire, mais sinon j'ai envie de voir autre chose. Alors je vais pas forcément résoudre le problème Bellingham, mais moi j'aimerais bien voir un petit 4-3-3 avec Mbappé, Vinicius et Brahim Diaz titulaire. Brahim Diaz sur le côté droit, parce qu'on sait que dans ce rôle-là il est à l'aise. Et moi je reste encore sur ce fameux match où Brahim Diaz se blesse. Sur la première demi-heure donc du match, jusqu'à temps que le Marocain se blesse, j'avais vu Mbappé comme jamais aller sur le côté droit pour essayer de chercher à combiner avec Brahim Diaz. On le sait, hein, le feeling entre les joueurs c'est important et ça influe aussi sur le terrain. On se sent très bien qu'entre Rodrigo et Mbappé, pour l'instant il n'y a pas une connexion de dingue, mais bon, tu me diras entre Vinicius et Mbappé non plus pour l'instant. Mais c'est vrai qu'avec Brahim Diaz, moi j'avais senti tout de suite un feeling entre les deux, une vraie volonté de jouer ensemble. Et je me souviens que sur ce match-là, on a vu en une demi-heure, 3-4 fois Mbappé aller sur le côté droit, juste pour jouer un petit peu avec Brahim Diaz. Je pense que ça peut être peut-être une clé pour Carlo Ancelotti cette saison. Donc moi j'aimerais bien voir les trois devant.
Après, au milieu de terrain, c'est vrai que moi, je mets Camavinga avec Fede Valverde et Jude Bellingham de ce fait-là. Voilà, Bellingham, bon, peut-être un peu plus dans le cœur du jeu, dans le milieu de terrain, en tant que relayeur. Puis après, derrière, bon, du classique avec Fran Garcia, comme on l'a évoqué. T'en penses quoi? Ouais, je pense que tu as raison. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très réel dans ce que tu dis, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Brahim et Mbappé s'entendent très, très, très bien. Hmm. Un petit peu comme Mbappé l'était avec Achraf Hakimi. Dès le premier jour, ils se l'ont dit. Je les ai vus dans des journaux hispaniques où ils étaient ensemble, en train de faire les boutiques, etc. Ils ont l'air de très bien s'entendre. Donc forcément, quand tu joues avec un pote, entre guillemets, tu as plus de chances de t'entendre sur le terrain si tu combines, si tu t'entends bien. Donc oui, ça peut forcément être quelque chose de viable. Mon seul doute, c'est que voilà, Brahim Diaz, il revient de blessure, il est rentré un petit peu au Classico. J'ai du mal encore à l'imaginer titulaire là comme ça. Dans tous les cas, là où je trouve que c'est compliqué, c'est que même s'il le met maintenant, c'est Rodrigo qui sera devant lui. Brahim Diaz sera pas devant Rodrigo tout de suite. Donc, je vois mal Ancelotti, comme le disait Elias, c'est un coach un peu conservateur. Je le vois mal prendre des risques ou mettre déjà un Brahim Diaz dans cette thèse-là. Mais après, tu m'as demandé quel 11 j'aimerais voir. Donc, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. C'est hypant de se dire qu'on peut jouer en 4-3-3 avec Brahim Diaz et que ça puisse permettre peut-être à Mbappé d'être libéré. Donc, effectivement, je te rejoins là-dessus. Ah bah c'est sûr que j'imagine pas un Brahim Diaz passer devant Rodrigo dans la hiérarchie sous Carlo Ancelotti bon, et de toute façon ça n'a pas été le cas l'année passée alors que la saison passée alors que Brahim à plusieurs moments de la saison était vraiment supérieur à Rodrigo en termes de performance. Et en plus bon Rodrigo, parce que je sais très bien ce qu'on va nous dire dans les commentaires, vous parlez de mettre Rodrigo sur le banc et pourquoi pas Mbappé sur le banc. Évidemment, c'est aussi une possibilité, pourquoi pas sur le plus long terme de la saison. Mais en tout cas, là, on parle évidemment que du match face à Milan. Et donc voilà moi, le 11 sur lequel je partirai, que j'aimerais bien voir. Dites-nous d'ailleurs, vous, dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus team Rota avec le 4-4-2 double pivot non, Tchouaméni, Camavinga, Fede, Bellingham et puis les deux devant. Ou alors plutôt 4-3-3, team Thomas avec moi pour mettre Brahim Diaz dans un 4-3-3, Mbappé et Vinicius. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et puis on se retrouve très très vite pour les échéances à venir. Allez, ciao. Ciao.